1715, Louis XIV est mourant. Se trouve auprès de lui son arrière-petit-fils qui va bientôt lui succéder. 1er septembre 1715, Louis XIV est mort. Il a été impopulaire, comme beaucoup de rois qui ont régné trop longtemps. Mais le peuple va vite oublier ses erreurs et ne retiendra que Versailles que Louis XIV leur a laissé. Les nobles et les courtisans, tous ces privilégiés que Louis XIV avait accueillis à sa cour, ont appris avec consternation et angoisse la mort du vieux roi. L'arrière-petit-fils de Louis XIV est beaucoup trop jeune pour gouverner. Alors c'est le duc d'Orléans, neveu de Louis XIV, qui fera la régence. Et tous se demandent ce qu'il a prévu pour eux. Allons voir à quoi ressemble Paris en cette année 1715. Il n'y a pas de trottoir, seulement un ruisseau central, au creux duquel s'écoulent les eaux sales. Les tas d'ordures, les excréments et le fumier s'accumulent en pleine rue. Circuler dans Paris est toujours une aventure. Dès le matin, les charrettes des boulangers et des maraîchers causent d'énormes embouteillages. Puis ce sont les troupeaux de bœufs, de veaux ou de moutons que l'on dirige vers les boucheries. On peut aussi voir les voitures publiques, aussi appelées des coches, qui partent pour la province ou qui en reviennent. Il y a aussi les carrosses qui, sur 6 lignes, comme aujourd'hui nos autobus, suivent un itinéraire déterminé. Il y a aussi des voitures privées de plus en plus nombreuses. Les gentilshommes et les bourgeois fortunés possèdent des carrosses. On peut aussi louer des voitures au mois ou à la journée. Et il ne faut pas oublier les fiacres, les chaises à porteurs et les vinaigrettes, d'étranges caisses sur 2 roues, traînées par un homme et poussées par derrière par une femme ou un enfant. De Paris s'élève un bruit assourdissant. On peut entendre les cris des vendeurs ambulants, mais aussi ceux des boutiquiers dont les magasins s'ouvrent en pleine rue, sans oublier les appels des arracheurs de dents, des batteurs d'estrade, des montreurs de marionnettes. Nous pouvons voir aussi un porteur d'eau. Une femme sort d'une maison, un seau à la main. Le porteur y déverse le liquide qu'il porte sur le dos dans une sorte de réservoir attaché aux épaules. Le ravitaillement en eau de Paris pose un grave problème. Seuls de rares immeubles reçoivent l'eau par canalisation. Le reste de la population doit s'alimenter aux 30 fontaines publiques de la ville, où l'on fait la queue pendant des matinées entières. Alors les femmes du petit peuple préfèrent, malgré les interdictions, aller puiser l'eau à la Seine. Cette eau est presque entièrement réservée à la cuisine. Une baignoire est plus rare qu'un diamant. On peut en louer, mais la plupart des Parisiens n'en ont jamais vu. C'est à peine si l'on pense à se laver. Les Parisiens sont donc sales, y compris les femmes les plus élégantes. Elles dissimulent leur crasse sous les crèmes et la mauvaise odeur sous des parfums violents. Mais en pleine nuit, Paris devient aussi un véritable coupe-gorge. Dans 11 cours des miracles ont vécu longtemps plusieurs milliers de truands. Dans les quartiers pauvres, on peut voir des maisons hautes et étroites qui peuvent abriter 4, 5 et jusqu'à 10 familles. Là demeurent surtout les ouvriers. Comme au Moyen-Âge, ils vivent en corporation. L'ouvrier doit d'abord être apprenti. Il vit chez son patron et celui-ci ne lui verse aucun salaire. Comme la viande rouge coûte de 3 à 4 sous la livre, inutile de dire que l'ouvrier en mange rarement. Il travaille quotidiennement de 12 à 16 heures. Dans les quartiers riches, en revanche, on peut apercevoir des palais, des hôtels particuliers, des couvents, tous très à l'aise dans leurs vastes jardins. Allons voir maintenant ce qu'il se passe du côté des campagnes. Les petits propriétaires ruraux, très nombreux, habitent dans des demeures propres et tranquilles. Sans être riches, ils ne sont nullement misérables. Leur alimentation se compose essentiellement de légumes, carottes, navets, radis et aussi patates.
Les paysans pourraient même être à leur aise s'ils n'étaient pas écrasés par les impôts, la dîme, la gabelle et la taille. Sans compter qu'à cela s'ajoutent les droits féodaux qu'ils doivent à leurs seigneurs. Après tout ça, il ne leur reste plus grand-chose pour vivre. Alors, de nombreuses révoltes se sont succédées pendant tout le XVIIe siècle. Quand la famine s'abattait sur les campagnes, les paysans se voyaient quand même obligés de payer leurs impôts. Alors, furieux, ils se révoltaient. Mais chaque fois, le roi a envoyé des troupes. Chaque fois, on a arrêté les coupables en grand nombre, et on en a pendu beaucoup, ou bien on les a envoyés ramer aux galères. À chaque fois, l'ordre a été rétabli, mais les paysans ont gardé en mémoire ces répressions impitoyables. Ils se souviennent aussi de la famine de 1693. Cette année-là, la récolte n'a été que la moitié de celle d'une année normale. Ils ont été obligés de manger du pain fait avec des glands et des fougères. Ils ont même mangé de l'herbe. Et parlons aussi de la famine de 1709. Pour soutenir les interminables guerres de Louis XIV, le royaume a été littéralement saigné à blanc par les impôts et les taxes. À cela s'est ajouté l'hiver le plus froid qu'on ait jamais vu. À Versailles, le vin a gelé dans les verres et l'encre se solidifiait dans les encriers. Dans la terre, tous les blés ont pourri et il n'y a eu aucune récolte sur la plus grande partie de la France. Les vignobles ayant gelé, il n'y a pas eu non plus de vendanges. Les arbres fruitiers, le bétail et le gibier sont morts. Il y a eu 2 millions de morts sur 20 millions de Français. Mais pour la France, les grands malheurs sont enfin finis. C'est une véritable période de prospérité qui va maintenant commencer. Enfin. Mais allons retrouver Louis XV, qui est devenu adulte et qui règne maintenant sur la France. C'est un roi très curieux qui s'intéresse aux inventions, à l'urbanisme, à la géographie et aux sciences. Il possède même un télescope avec lequel il aime à observer les astres. Ce roi est très timide. Il n'aime pas parler devant du monde, mais il est très intelligent et a beaucoup de cœur. Alors, sous son règne, la France changera davantage qu'en plusieurs siècles. Louis XV va devenir le souverain du siècle des Lumières. Le XVIIIe siècle est un temps de prospérité. La France s'ouvre sur le monde. Les campagnes vivent mieux malgré les droits féodaux de moins en moins bien supportés. Les guerres se font plus rares. Tout est fait, surtout chez les riches, pour améliorer la vie de tous les jours. Les maisons deviennent plus confortables, les fenêtres sont plus grandes et les pièces mieux éclairées. On ajoute des cheminées dans chaque pièce pour ne plus avoir froid. Les villes se transforment et se modernisent, les routes sont améliorées et étendues vers les régions isolées. Et surtout, jamais on n'a vu un peuple entier montrer autant de désir d'apprendre. Ce temps des Lumières invente des idées nouvelles sur la vie. Au XVIIe siècle, la religion avait le premier rôle et chacun devait privilégier la gloire de Dieu. Au XVIIIe siècle, on se rend compte que le bonheur est possible et que tout le monde y a droit. Quelques penseurs commencent même à douter de l'existence de Dieu ou imaginent un Dieu différent de celui de la Bible. Mais comment s'échangent les idées ? En effet, Louis XV n'a jamais réussi à faire revivre la gloire de Versailles. Les grands seigneurs viennent à la cour, mais n'y habitent plus. Les écrivains, eux, restent à Paris. Alors ce n'est plus à Versailles que les hommes de lettres se font connaître et se rencontrent, mais c'est dans les salons. Allons voir ce qu'est un salon. Dans un appartement de Paris, un laquais passe son temps à ouvrir la porte aux invités. La maîtresse de maison les accueille dans la plus grande pièce de la maison, le salon. Parce que oui, l'originalité des salons du XVIIIe siècle, c'est qu'ils sont tenus par des femmes. Elles reçoivent, grâce à leur intelligence et leur art de recevoir, les hommes les plus brillants de l'époque, et ceci dans tous les domaines. Peu à peu, le salon se remplit,
Les autres prennent place sur les canapés, les fauteuils ou les chaises, et la conversation s'installe. Mais voyons un peu qui sont ces grands hommes de lettres et ces penseurs. Il y a François-Marie Arouet, qui va devenir le plus connu des écrivains de ce siècle sous le nom de Voltaire. Il va écrire des tragédies, des articles, des contes et des centaines de lettres. Il va aussi étudier les mathématiques, la physique, la chimie et fera connaître en France les travaux de Newton sur le mouvement des planètes. Ses ouvrages les plus célèbres sont les Lettres philosophiques en 1734, Zadig en 1748 et Candide en 1759. Il a aussi contribué au Dictionnaire philosophique en 1764 et à l'Encyclopédie écrite entre 1751 et 1772. Voltaire est aussi un grand défenseur de la justice et de la liberté. Il y a aussi Montesquieu qui est l'auteur de L'Esprit des lois en 1748. Il y définit la séparation des trois pouvoirs, le législatif qui fait les lois, l'exécutif qui les fait appliquer et le judiciaire qui les fait respecter. N'oublions pas Jean-Jacques Rousseau qui a écrit le Contrat social en 1762 dans lequel il établit les principes du gouvernement. Il explique ce que sont les citoyens, des hommes qui gouvernent mais également qui respectent les lois. Et bien sûr, le siècle des Lumières a aussi donné naissance à des musiciens de génie, comme Wolfgang Amadeus Mozart et Jean-Sébastien Bach. Voilà donc ce que font ces hommes dans les différents salons où ils se rendent chaque soir. Ils discutent des idées nouvelles. Ceux qui les soutiennent sont appelés des philosophes, et au nom de la raison, ils attaquent l'Église catholique et s'attaquent aux privilèges. Ils défendent la tolérance, qu'elle soit politique ou religieuse, et la liberté du commerce. Toutes ces idées vont donc être développées dans l'Encyclopédie, une série de 17 volumes, plus 11 volumes d'illustrations, dont Diderot et d'Alembert dirigent la publication. Tous les hommes importants en France veulent lire l'encyclopédie. Louis XV lui-même l'utilise quand il cherche quelques renseignements utiles. Mais le siècle des Lumières, c'est aussi le siècle des inventions. On peut voir en 1783 le premier ballon se balancer dans le ciel au souffle du vent. Il a été fabriqué par les frères Montgolfier. C'est pour cette raison qu'on l'appelle une montgolfière. Toute la vie quotidienne va aussi être modifiée par les inventions de l'époque. La chimie moderne, née au XVIIIe siècle, et on invente le microscope et le thermomètre. On découvre l'électricité et on rapporte en France la machine à vapeur de l'anglais Watt. Les filatures utilisent désormais des métiers à tisser mécaniques et tous les commerces profitent de ces progrès techniques. Et bien sûr, n'oublions pas l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Il a inventé les caractères mobiles qui permettent de composer des textes et de les imprimer en plusieurs exemplaires. C'est le début du développement de la lecture puisque les livres pourront être imprimés en grand nombre. Les épidémies et les famines ne sont plus que de mauvais souvenirs. Les philosophes se sont occupés de l'agriculture et leurs recherches ont permis un meilleur rendement des cultures. Le bétail est mieux nourri et les récoltes plus abondantes. Les paysans ne sont pas riches, mais ils ne sont plus dans la misère.
Le siècle des Lumières, c'est donc un temps d'accroissement et de prospérité. Malheureusement, les Français sont de plus en plus riches, mais l'État, lui, est pauvre. Personne ne trouve le moyen de remplir les caisses. Les fêtes à Versailles données par Louis XV, puis par Louis XVI, sont très critiquées, et le peuple va bientôt se révolter contre son roi et les privilèges toujours accordés aux plus riches.